Vous êtes bien sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Cyril, on est ensemble sur France 3 Auvergne, car France 3 Auvergne organise le seul débat d'entre-deux tours de ces élections législatives en partenariat avec le Journal de la Montagne et avec France Bleu Pays d'Auvergne. Cette élection boudée par un électeur sur deux, comment redonner goût à la vie politique? Pourquoi les citoyens que nous sommes ne se déplacent plus les dimanches de vote? Pourquoi ils n'y croient plus? On en parle pendant 1 heure sur ce plateau avec 3 femmes politiques. Nous les interrogerons sur ce désintérêt pour la chose publique et puis nous les entendrons sur 3 thèmes de notre quotidien: le pouvoir d'achat, les retraites et l'environnement. Leurs propositions, leur position, de quoi vous faire réfléchir, vous faire une idée, on l'espère, des scénarios envisagés pour les 5 prochaines années en fonction de la répartition des sièges à l'Assemblée nationale dimanche prochain. Je vous rappelle qu'on désigne donc nos députés, fonction clé de notre République. Le député propose et vote des lois, le député contrôle l'action du gouvernement et fait remonter du terrain la parole des citoyens de leur circonscription. Qui est avec nous aujourd'hui, Cyril? Eh bien, on commence par Anne Biscos, déléguée départementale du Rassemblement national, qui est toujours présente dans 2 circonscriptions, avec Brigitte Carletto dans la 5e du Puy-de-Dôme, face au candidat de la NUPES, le communiste André Chassaigne, et Joris Beauvais en ballottage défavorable dans la 2e circonscription de l'Allier, face à Louise Héritier, également de la NUPES. Bénédicte Perrol est avec nous, députée sortante de la majorité présidentielle dans la 3e circonscription de l'Allier, en compétition avec Nicolas Ray, représentant des Républicains. Et puis Marianne Maximi, candidate NUPES dans la 1re circonscription du Puy-de-Dôme, où est également qualifiée pour le second tour la députée sortante de la majorité présidentielle, Valérie Thomas. Je dois préciser que nous avons invité les 5 candidats, les Républicains, qui sont présents au 2e tour et que tous ont décliné notre invitation, ainsi que les représentants, les animateurs de leur campagne pour cette élection législative, Marie. Et dernière petite précision, chacune ici s'exprime au nom de son courant politique, de sa formation politique, et pas en tant que candidate dans sa circonscription. Et je vous remercierai d'en tenir compte tout au long de ce débat. Voilà pour les règles du jeu. C'est parti pour la première partie sur la participation. L'effritement continue. Plus de 52% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier au premier tour des législatives en France. C'est un record sous la Ve République. En Auvergne, le taux de participation est légèrement supérieur à la moyenne nationale, 5 points à peu près supérieur à la moyenne nationale. 5 points de mieux, sauf dans la 1re circonscription du Puy-de-Dôme. Avant de donner la parole à nos invités sur ce plateau, votre avis sur la question, vous nous avez répondu à Vichy et à Issoire. Il n'y a pas de candidat motivant. Enfin, les partis qui sont en tête ne sont absolument pas motivants. Que les gens en ont marre de la politique et des politiciens. On ne croit plus ce qu'on nous dit, donc les gens n'ont plus intérêt à voter, quoi. Ils n'ont plus envie de voter, de se déplacer, parce qu'ils ne savent plus où aller. Donc ils attendent des actes et il n'y en a pas qui arrivent. J'ai pas été voté non plus. Donc voter pour l'un ou pour l'autre, de toute façon, je ne suis pas sûr que ça fasse plus grand changement. Je rappellerai la phrase de Pierre Dac, c'est une pointe humoristique, qui disait il y a 50 ans en arrière, les politiques sont bons à tout, mais ils sont surtout bons à rien. Et je crois que les Français, ils ont ça un peu dans leur tête. Il faut que les politiciens, les hommes qui sont au pouvoir, se rapprochent un peu des citoyens et de leurs difficultés journalières. Bénédicte Perrol, une pointe d'humour, les députés sont bons à tout, sont bons à rien? C'est pas vrai. Enfin, je pense que moi, en 2017, je venais de la société civile. J'avais aussi plein d'a priori vis-à-vis du monde politique. Et en fait, une des raisons de mon engagement, ça a été de me dire, vas-y, va te confronter au monde politique parce que tu as tellement d'a priori, justement, et c'est tellement facile de dire, il n'y a qu'à Faucon, ils sont tous pourris, etc., que j'avais vraiment cette volonté, c'est mon caractère, de me confronter au monde politique. Et avec cette volonté de le changer aussi. Et je crois que parfois, les Français peuvent avoir l'impression que le politique, il travaille pas, qu'il vient couper des rubans, il va boire des coups. Alors, ça fait partie de la vie politique, parce que dans des inaugurations, c'est aussi là où vous êtes confrontés. On vient vous parler du prix qui est cher, et voilà, quand on va faire les courses, les prix qui augmentent, etc. Mais néanmoins, les députés, et je pense que ça vaut pour l'ensemble des élus, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et je crois qu'il y a une vraie méconnaissance de notre travail aussi, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais y compris dans nos circonscriptions, qui est réelle. Et puis, il y a aussi cette idée de tous pourris.
parce qu'on a des exemples dans chacun de nos partis de toute façon de comportements qui nous font du mal, qui font du mal à l'ensemble des élus. Mais j'ai envie de dire aux Français qu'on n'est pas tous comme ça et qu'il y a aussi plein d'élus qui sont exemplaires et on n'en parle pas assez de ces élus-là. Et c'est bien dommage. Et moi, en tout cas, je pense que la responsabilité que je me donne en tant que députée, c'est aussi d'être exemplaire. Et je souhaite le partager avec les Français. Le dire, c'est bien. Le prouver, c'est mieux. Comment on fait, Marianne Maktimi ? Comment on fait ? Il faut déjà changer un peu les pratiques politiques et les visages qui sont incarnés aujourd'hui en politique. Il faut renouveler. On a entendu, aucun candidat fait rêver, oui. Aucun candidat donne envie. Alors ça, c'est un avis individuel. Et puis de toute façon, l'abstention, on parle de parti de l'abstention. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça, l'abstention. C'est difficile de définir un abstentionniste type. Il y a du ras-le-bol, il y a sûrement du désintérêt, mais je pense que c'est assez minoritaire. Je pense que les gens, en fait, s'intéressent à la politique, mais sont aussi très déçus de ceux qui ont mené les politiques jusqu'à maintenant. On le voit, le mandat qui est précédent d'Emmanuel Macron n'a pas changé la vie des gens. Au contraire, n'a pas amélioré, en tout cas, nos conditions de vie, notamment celles des classes populaires. Et on a besoin, justement, de changer de politique pour réintéresser, pour redonner envie, effectivement, de s'y intéresser. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent, notamment aux jeunes, c'est « si on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de nous ». Elle est partout dans notre vie quotidienne. Et donc, dire « ça ne nous concerne pas », c'est totalement faux. Par contre, dire que oui, je ne me sens pas représentée, c'est une réalité. Nous, dans notre nouvelle Union populaire, on a des représentants on a par exemple Rachel Keke, qui est femme de chambre dans le Val-de-Marne. On a un boulanger, on a des gens qui représentent aussi les habitants et les habitantes, et au plus près justement de leurs aspirations, parce qu'on vient de ce milieu populaire, on sait ce que c'est justement de mal gagner sa vie, de galérer à faire son plein d'essence ou à remplir son frigo. C'est aussi qui incarne la politique aujourd'hui. Anne Biscos, comment c'est dur, comment redonner de l'intérêt ? Eh bien, je pense que jusqu'à présent, nous n'avons pas été aux ficelles du gouvernement, donc nous ne sommes pas responsables de cette abstention directement. Par contre, moi, je voudrais quand même souligner... Mais vous ne remportez pas une adhésion pleine et entière, vous ne faites pas rêver non plus, les gens ne se déplacent pas en masse non plus pour le Rassemblement national. On va nombreux. Non, totalement, totalement. Mais d'ailleurs, les meetings, il faut qu'on puisse les faire. Mais je voulais pointer sur une autre chose, c'est que les Français en ont marre effectivement des politiques, puisque les politiques vendent des programmes, notamment ce qu'on a pu voir pour les présidentielles, où nous avions quand même un programme de M. Mélenchon qui était pour la retraite à 60 ans et qui appelle à voter pour M. Macron qui prône la retraite à 65 ans. On va dérouler sur les programmes. Donc, oui, non, mais je veux dire que par rapport à ça, il peut y avoir aussi une démotivation de nos électeurs, puisqu'on leur vend une soupe qui est remélangée au deuxième tour nécessairement. Donc, ils sont un peu sûrement perdus par rapport à leurs propres convictions, puisque voter pour leurs idées n'est pas obligatoirement voter pour celui à qui on donne le vote. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'elle parle de soupe alors qu'on parle de propositions politiques, on parle de mesures pour améliorer la vie des gens. Et le Rassemblement national parle de soupe, de cuisine. Oui. Et justement, non, il faut construire des propositions politiques au plus près du réel, de ce que vivent... des propositions responsables. Et responsables à leçon, Madame Pérolle, vous inquiétez pas. Mais du coup, c'est aussi comment on parle de politique. Et l'exemple que vient de donner Madame Biscos est assez délétère pour intéresser les gens justement à la politique. Mais Bénédicte Pérolle, comment on peut effectivement... continuer à faire croire et à donner envie aux gens de se déplacer quand on a un Emmanuel Macron qui, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, appelle les électeurs de gauche à se rassembler derrière lui parce qu'ils se sont proches d'eux ce soir-là, et qui nous dit aujourd'hui, attention, c'est le chaos, l'alliance de la gauche, c'est le chaos. Voilà. Comment on peut avoir ce discours avec cette veste qui se retourne à 2 mois d'intervalle et après expliquer aux gens dans la rue qui peuvent vous faire confiance? Alors, c'est pas de veste qui se retourne, mais je pense que la difficulté pour les Français aujourd'hui, c'est de comprendre. Moi, je parlerai pas non plus de tambouille politique, mais c'est d'alliance, d'union que nous on comprend en fait au final, parce qu'il peut y avoir des logiques derrière, il y a des négociations auxquelles les Français participent pas forcément. On est tous observateurs, et je crois que les discussions qui se tiennent au sein de nos différents partis, elles ne sont pas forcément comprises par les Français. Et même, moi, j'ai appartenu à la majorité, je souhaite continuer à appartenir à la majorité les 5 prochaines années. Et ce que j'essaye d'expliquer quand je suis en proximité, en contact direct avec les Français, ou quand vous nous donnez l'opportunité de l'expliquer, c'est que même au sein de nos propres majorités, il y a des discussions en interne. Et des discussions, quand on a eu des grands textes à voter, il y avait des discussions au sein de la majorité. Et la politique, c'est aussi d'apporter un consensus. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que chaque Français, et j'y suis confrontée, et nous y sommes confrontés, je crois qu'on est sur des marchés, chaque Français
aimerait finalement on lui solutionne son problème directement à lui. Or, on est des représentants de la nation. Et quand on est député dans une permanence parlementaire, eh bien, vous allez recevoir plein d'intérêts divergents. Et le rôle du politique, avec la conviction qu'on porte aussi et la vision politique qu'on porte, il faut qu'on arrive à faire un consensus avec tout ça. Et aujourd'hui, les Français n'acceptent plus, je crois, le compromis et le consensus. Et peut-être que c'est à nous aussi. Il y a tellement eu effectivement de prises de position différentes que c'est difficile, je pense, pour les Français de suivre aujourd'hui effectivement la vie politique française. Question aux unes et aux autres. Cette clarification, vous n'êtes pas allé assez, le monde politique n'est pas allé assez loin pour la faire ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous n'avez pas assez clarifié le rôle du député, le rôle et le jeu des alliances. Je vais utiliser un terme qui est un peu technique, mais de cette émanation de la nation que représente le député, expliquer que ce qui se décide à l'Assemblée nationale, c'est vraiment ce qui régit nos vies quotidiennes. On a l'impression que c'est une strate beaucoup plus haut. Il faut que les élus soient accessibles aussi pour rendre des comptes, pour être au plus près des habitants et des habitants qui ont voté pour ces personnes. C'est aussi un des problèmes qu'on a, c'est peut-être le travail que font certains ou ne font pas certains élus. Moi, je pense quand on dit c'est pas clair, moi je vois que les résultats du premier tour sont assez clairs. Par exemple, la Nouvelle Union Populaire est en tête parce que justement c'est un rassemblement des forces de gauche qui propose un programme de changement en profondeur. Et on voit que par les urnes, alors effectivement il y a de l'abstention, mais en tout cas celles et ceux qui se sont prononcés ont fait le choix ici en Auvergne de placer en tête la Nouvelle Union Populaire. Mais en même temps, à l'échelle nationale, vous rassemblez 7,7 millions de voix au premier tour, alors qu'à la présidentielle, l'ensemble de la gauche en réunissait... non, pardon, je me trompe dans mes chiffres. 5,8 millions de voix pour la NUP sur cette élection dimanche, alors que l'ensemble des forces de gauche à la présidentielle en a réuni plus de 10 millions. Effectivement, vous n'avez pas réussi à en capter la moitié. L'abstention fait qu'effectivement, il manque des voix. Il manque des gens qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Mais parce qu'on nous fait croire aussi que c'est un scrutin qui est joué d'avance. Je vous rappelle quand même qu'on a une séquence présidentielle où le président sortant refuse de débattre. Alors après, on dit que les gens ne sont pas intéressés. On sait que les débats, c'est un moment démocratique très important. On a un président qui refuse le débat. Et ensuite, on nous dit qu'il faut passer législatif parce que de fait, il y aura une majorité présidentielle qui va se dessiner. C'est assez faux. Et ce qu'on a fait justement avec notre Nouvelle Union Populaire, c'est bouleverser ce discours et on le démontre aujourd'hui dans les résultats du premier tour. Alors au deuxième tour, il va falloir mobiliser les abstentionnistes. Mais construit derrière un mensonge aussi, un mensonge qui est de dire si vous avez une majorité, Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. C'est une construction. C'est une construction, mais absolument, lisez la Constitution, madame. Vous êtes peut-être demain député, Le président de la République ne sera pas forcé de nommer Jean-Luc Mélenchon. C'est une construction médiatique. C'est une construction médiatique. Jean-Luc Mélenchon a construit ça. Les médias s'en sont bien saisis. Mais c'est totalement faux. Excusez-moi, mais au niveau des résultats, les résultats des forces de gauche entre 2017 au premier tour des législatives et en 2022 au premier tour des législatives également, vous n'avez pas du tout gagné avec votre rassemblement NUPS, puisque vous avez perdu 1,5% de vos électeurs. Donc, on a beaucoup plus de personnes au second tour que vous, Madame Biscos. Donc, effectivement, mais nous avons gagné 7 points. Donc, on peut parler du nombre d'électeurs, effectivement, nous avons en moins que vous, mais par contre, nous pouvons parler de notre progression, contrairement à vous qui avez justement perdu des électeurs. Donc par rapport à ça, donc je répète encore votre soupe Et votre électoraliste. Stratégie par rapport à l'abstention au Rassemblement national. Alors notre stratégie par rapport à l'abstention, elle est comme je pense celle de toutes les candidates qui sont autour de la table avec moi, c'est qu'il faut justement reparler de politique et reparler de politique très tôt. Mais quand Marine Le Pen refuse de prendre position, la stratégie du ni finalement, ni l'extrême droite, ni la majorité présidentielle, ni la NUP. Est-ce que vous ne contribuez pas à faire que la semaine prochaine, mécaniquement, il y ait moins de bulletins dans les urnes ? Non, je ne pense pas. Je pense que nos électeurs sont libres. Maintenant, effectivement, nous sommes contre toutes ces magouilles politiques où on dit comme ça à des électeurs, voilà, allez voter pour la personne qui a un programme complètement opposé au nôtre. Donc, je pense que Marine Le Pen est très consciente de tout ça et c'est par cette politique que nous menons que nos scores augmentent. Donc, je vous interromps un instant parce que cette abstention, quand on l'observe un peu plus précisément, on remarque que c'est parmi les jeunes qu'elle est la plus forte. On va regarder un petit tableau ensemble. 69% des 18-24 ans ne sont pas allés voter, 71% des 25-34 ans.
Pour vous confronter à cette situation, mesdames, on a choisi de faire venir sur ce plateau Véronica Olteanu. Venez Véronica, venez nous rejoindre pour parler du désintérêt de la jeunesse. Vous êtes, Véronica, étudiante en droit, présidente de la Fédération des étudiants d'Auvergne. Qu'avez-vous à dire à nos 3 personnalités politiques ce soir ? Eh bien, bonjour, merci déjà de m'avoir invitée sur ce plateau. Au niveau de l'abstention, et notamment celle des jeunes qui est nette, 69% pour le public de 18-24 ans, ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément un désintérêt pour la politique, mais plutôt un manque de reconnaissance dans les décisions prises, dans les projections aussi des gouvernements, etc., ou même dans toutes les lois qui ont eu lieu récemment. On pense à toutes ces réformes qu'on attend tant, notamment la réforme des bourses, qu'on nous promet et qui n'arrive pas. On peut penser également à toutes ces réformes de l'enseignement supérieur qui ne sont pas suivies derrière et où des fédérations comme la Fédération des étudiants d'Auvergne, mais je pense aussi dans l'ensemble de plein d'autres territoires, qui doivent justement travailler avec leur université sur l'aide en fait de ces étudiants qui se retrouvent en difficulté parce que leur formation a changé de nom, Est-ce que vous avez etc. une question à leur poser ? Eh bien, où sont les jeunes ? Pourquoi les jeunes ne se retrouvent pas dans vos programmes ? C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, les députés œuvrent pour votre avenir ? Alors, s'ils œuvrent pour notre avenir, on ne le voit pas assez parce que justement, il manque de cet aspect de terrain avec les jeunes et cette communication assez constante, etc. Qui répond ? Alors moi je veux bien répondre. On parle de la jeunesse des 18-35 ans et on dit souvent, d'ailleurs j'étais à côté de votre prédécesseur il y a peu, on disait qu'il n'y a pas une seule jeunesse. Vous représentez les étudiants, donc c'est une partie effectivement de la jeunesse, mais il y a plein d'autres jeunes qui aujourd'hui sont peut-être en recherche d'emploi, sont des décrocheurs, et c'est vrai qu'il y a vraiment une multiplicité de la jeunesse et il faut s'adresser à l'ensemble de cette jeunesse-là. Donc sur les étudiants, moi je considère qu'on n'a pas peut-être tout bien fait, mais il y a des choses quand même qui ont été faites, de l'accompagnement. Dès le début du mandat, on a transformé, notamment on a supprimé la cotisation sociale étudiante qui a permis aux étudiants d'économiser 143 €. On ne vous a pas oublié, c'est bien normal pour vous soutenir dans cette période où l'augmentation des prix est importante, alors pour les boursiers les plus précaires. Après, j'entends votre critique et c'est une réforme qu'on souhaitait faire effectivement de bourse des étudiants. J'espère qu'on fera dans les 5 prochaines années. Avec une difficulté, il ne faut pas mentir aux jeunes aussi, je crois qu'il faut leur dire la vérité. Si on parle des étudiants et des étudiants à l'université notamment, en fait, il y aura toujours une question et un problème de seuil. Parce qu'aujourd'hui, c'est notamment ça la question. C'est ceux qui sont juste un petit peu, qui ont besoin d'être aidés de manière supplémentaire. Donc, il faut qu'on y travaille. Il y a la question du logement, qui est une question immense. On a parlé avec André Chassaigne sur votre plateau récemment. Il faudrait faire un diagnostic de territoire. Il y a des dispositifs qui existent, de caution, etc. Mais je pense que c'est, pour les jeunes, effectivement, peut-être parfois trop compliqué et pas assez. Et Marianne Maximi après. Je pense que nous avons tous effectivement des programmes dirigés auprès de la jeunesse de France. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Moi, je vais soulever... Mais c'est bien d'avoir un programme, mais comment leur donner envie de venir voter pour votre programme ? Justement, j'allais en parler. C'est que quand on voit qu'on veut décortiquer l'histoire de France, on peut imaginer aussi que dans les écoles, on décortique aussi l'histoire de la République. Et également... lorsqu'on décortique l'histoire de France, donc la géographie française, aucun de nos petits élèves ne connaissent déjà le numéro de leur département, le nombre de départements, donc ne voit pas déjà ce que fait un président départemental, un président de région, et encore moins un député. Donc, nécessairement, il y a un décalage. Le retour de l'instruction civique, alors. Bien sûr, de l'instruction civique avec l'histoire de France, pour montrer effectivement tout ce que la France a pu apporter aux Français, et qui permettrait justement de motiver dès l'école primaire, d'expliquer aux élèves, voilà, tu habites le 63, tu as un maire, tu as un conseil départemental, tu fais partie de la région Aura, et donc pour effectivement motiver tous nos jeunes élèves à l'appréhension de la politique et le rôle du politique dans l'avancée de leur vie future. Et vous, oui. Non, mais bon, ça se fait déjà à l'école, Madame Biscos. Oui, non, mais bon, pas suffisamment, puisqu'on n'aurait pas ce taux d'abstention, Madame. Où on entend que sinon les jeunes sont idiots, donc c'est pas le cas. Je n'ai pas dit que les jeunes étaient idiots, j'ai dit comme ça qu'on les éduquait mal. Effectivement, il y a la jeunesse, moi je suis d'accord, c'est pas que les étudiants, c'est plus vaste que ça. Mais en tout cas, sur la question étudiante, parce que vous représentez une fédération d'étudiants, on a un bilan aussi qui a fait du mal à cette jeunesse étudiante, avec Parcoursup par exemple. On a instauré une sélection
tout à fait brutal pour ces jeunes. On est toujours en plein dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était les épreuves de philo et cette génération qui va arriver à la fac ne sait pas aujourd'hui où elle va pouvoir être, pouvoir aller étudier. On a effectivement une grande précarité qui a vraiment augmenté. Et c'est pas que le Covid. Le Covid a été révélateur de cette précarité étudiante qui a aggravé évidemment les choses, mais qui était structurelle. Évidemment, ce système de bourse ne fonctionne pas. Et c'est pas qu'une question d'effet de seuil. Et là-dessus, notre proposition, justement, c'est cette garantie d'autonomie pour les jeunes dans l'enseignement supérieur ou dans l'enseignement professionnel, parce que l'enseignement professionnel est aussi très coûteux, de donner une allocation mensuelle de 1 063 € qui permet à toutes et tous d'étudier sans avoir à se salarier et sans avoir à regarder le revenu des parents. Sur cette première partie, merci beaucoup. Véronica, ce que vous avez entendu ici vous donne-t-il un peu d'espoir? Ça vous donne envie d'y croire? J'aimerais que les jeunes, tout simplement, continuent de se mobiliser parce qu'on voit qu'il y a différentes formes d'engagement qui naissent au fur et à mesure, qu'on peut s'engager politiquement, mais aussi on peut s'engager à tout simplement faire passer aussi des informations comme le fait la Fédération. Et donc, du coup, j'espère qu'un maximum de jeunes vont pouvoir se mobiliser pour ce second tour parce qu'on les attend aussi pour... en fait, c'est eux qui vont faire la politique de demain. Donc merci beaucoup, Véronica, d'être venue sur notre plateau. Merci. On termine sur cette participation et on passe à la séquence suivante, Cyril. Premier des 3 sujets qu'on a retenus qui concernent votre quotidien, on va parler du pouvoir d'achat et on commence à retrouver notre panel de Français, d'électeurs croisés dans les rues de Vichy et d'Issoire. Je pense que tout le monde est concerné, quel que soit le niveau de revenu des ménages, le carburant, l'alimentaire, tout augmente. Tout le monde, je pense, est concerné à tous les niveaux, je pense, maintenant. Hein. C'est-à-dire, racontez-moi et vous, à votre niveau. Regardez, on fait un panier, toutes les semaines ça augmente, il n'y a jamais les mêmes prix. Je pense que c'est un gros problème pour beaucoup de Français et il faut faire quelque chose pour tous ces Français-là. Il y a une inflation incroyable depuis quelques mois. Vous avez des gens qui travaillent sur l'extérieur, qui font que 20 km de leur domicile à leur lieu de travail, ils font 40 km par jour, ils sont obligés de faire au minimum un plein par semaine. Il y a 2,09 le litre de gasoil. C'est intenable. J'en pense qu'il y a des gens qui sont très mal et qu'effectivement, il faudrait faire quelque chose pour eux. Les gens souffrent de mal nourriture, ont du mal à payer leurs factures, leur EDF, leur logement. Le pouvoir d'achat a énormément baissé. Alors, on l'a vu ces derniers mois, le pouvoir d'achat est le sujet principal de préoccupation des Français, plus encore avec la hausse des prix des produits alimentaires et des carburants. Chaque parti va de sa proposition. Je résume rapidement. Pour la majorité présidentielle, il s'agit de voter rapidement un projet de loi permettant de prolonger le bouclier tarifaire sur le gaz, l'électricité, la mise en place d'un chèque alimentaire, l'augmentation de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. Pour la NUPES, augmenter le SMIC à 1 500 €. Les retraites et bloquer les prix. Et pour le Rassemblement national, exonérer d'impôts sur le revenu les moins de 30 ans, bloquer à 5,5 la TVA sur l'énergie, supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité. Que faire? Emmanuel Macron nous a dit que pendant le temps qui s'est écoulé depuis son élection, le gouvernement a travaillé. Alors je vous pose la question, vous, Bénédicte Peyrol, qui êtes députée sortante, qui espérait être députée, vous avez été consultée malgré tout pendant ce temps. Est-ce que c'est seulement le gouvernement qui a travaillé ou est-ce que le Parlement, bien qu'il soit un peu en vacances, a aussi préparé cette rentrée? Alors déjà, on a beaucoup travaillé depuis, pas que l'année dernière, depuis le début du mandat, pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. On a revalorisé l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse. C'est plein de dispositifs. On vous attend maintenant sur d'autres choses. Oui, mais j'aime bien le rappeler parce qu'on oublie très très vite toutes les mesures qui ont été prises. Parmi les mesures que vous avez évoquées, il y en a 2 qui ont été oubliées. Il y a la revalorisation dans ce fameux texte, si le président a déjà décidé avec son gouvernement de présenter un texte de loi. Donc à l'Assemblée sera discuté dans ce texte pouvoir d'achat. Aussi la revalorisation des retraites à hauteur de 4% de l'inflation. Et il y a une autre mesure, c'est la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Et oui, on continue, malgré le fait que nous soyons en élection, en période électorale. Moi, pour l'instant, je reste encore députée jusqu'au 20 juin. Et bien évidemment, nous continuons à travailler. Le gouvernement reste à notre écoute. En plus, c'est assez facile puisque notamment Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, est resté ministre. Donc il y a une continuité et le lien il est plus facile à faire, notamment avec les cabinets et le ministre lui-même. Donc oui, nous avons été consultés, on construit. Vous évoquez que le rôle du député, c'est aussi de faire remonter les préoccupations d'un territoire au niveau national. Et c'est concrètement ce que moi, à mon échelle, j'ai pu faire aujourd'hui en tant que députée de la majorité. Le texte promis par Emmanuel Macron, vous êtes prête à le voter
Peut-être qu'il y aura des... Alors oui, et c'est pour ça qu'il faut aussi des députés compétents, pas les yeux fermés, parce qu'il va falloir regarder effectivement, peut-être qu'il faudra aller plus loin. Moi je pense à nos territoires ruraux, en tout cas ceux qui y travaillent aujourd'hui habitent par exemple en montagne bourbonnaise ou ailleurs, dans le Puy-de-Dôme d'ailleurs, éloignés des villes, prennent leur voiture. Et j'ai des gens aujourd'hui qui me disent, mais Madame Peyrol, je vais bientôt payer pour devoir aller travailler. Parce que l'essence est toujours à 2 € malgré la ristourne de 18 centimes. La ristourne de 18 centimes. Et donc là, je pense que il y a le barème kilométrique, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas tout de suite maintenant. Ce sera au moment de payer les impôts. Et donc moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aller plus loin et je le porterai en tout cas à la Commission des finances si je le suis encore après le 19 juin. Marielle Maximi, prête à croiser le fer avec... D'où l'importance de bloquer les prix. C'est une mesure d'urgence et d'immédiateté pour soulager tout de suite le porte-monnaie et le pouvoir d'achat des habitants de ce pays. On est dans un moment où l'inflation est importante et ne va pas s'arrêter au lendemain de l'élection. Et en fait, on voit, alors le bilan, il faut rappeler le bilan, oui, la hache, mais vous avez refusé de déconjugaliser la hache, par exemple, qui est une alors la hache, en 2 mots l'allocation d'adultes handicapés, qui est indexée sur le revenu du couple, alors que les personnes demandent de déconjugaliser. Vous avez parlé des pensions quand on fait du porte-à-porte. Moi, j'ai rencontré de nombreuses personnes, des retraités qui vivent avec moins de 700, 800 euros, qui sont en grande difficulté. Et l'inflation, évidemment, vient rajouter ces difficultés. Donc, il faut des mesures d'urgence qui peuvent exister, qui existent déjà, qui sont assez simples à mettre en place, qui permettent de soulager. Mais ensuite, il faut aussi des mesures de long terme. Augmenter le SMIC, ça permet aussi ensuite de faire effet levier sur les salaires. Alors, on nous dit c'est pas possible. C'est une vieille rengaine de la droite. Financement de votre programme. Mais on critique le financement, mais alors c'est intéressant parce qu'on ne critique pas celui de M. Macron qui promet de faire... Pas 200 milliards d'euros. Des 80 milliards qu'il faut enlever, c'est le budget de l'intérieur ou de l'éducation. Vous ne nous dites pas où vous allez prendre cet argent non plus. Moi, je vous dis juste que oui, il faut augmenter le SMIC, les salaires. Il faut revoir, on va faire une révolution fiscale, ça on l'a dit. Ils ont supprimé... Donc rétablir l'ISF notamment. Évidemment. C'est pas ça qui va vous rapporter, qui va financer le programme de M. Mélenchon. Sur les cotisations sociales. L'égalité salariale femmes-hommes, par exemple, que vous n'avez pas réussi à mettre en place, qui n'existe toujours pas concrètement dans ce pays, permet de faire entrer des cotisations sociales et donc de financer une partie de nos retraites. Mais on y reviendra dans l'autre sujet. Exactement. Moi, je reste sur les mesures de long terme. L'augmentation aujourd'hui des salaires, dégeler le point d'indice des fonctionnaires sont des mesures urgentes à prendre aussi pour soulager les habitantes de ce pays qui aujourd'hui, quand vous nous dites ça va mieux, c'est faux. Ça va mieux pour les très riches. Je ne dis pas ça va mieux. Ça va mieux pour les très riches de ce pays. Par contre, pour les 5% les plus pauvres, leur pouvoir d'achat a diminué. Je rappellerai la suppression de 5 € d'APL en début de mandat. Bon. Anne Biscos vous a écouté. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on regarde ce tableau. Il est intéressant aussi parce que, en fonction du revenu mensuel net par foyer, vous allez voir que l'abstention est corrélée à ce niveau de revenu. Moins on gagne d'argent, moins on va voter. C'est donc que c'est un point qui est très important pour les Français. Anne Biscos, vous avez entendu nos 2 autres intervenantes. Vous, comment vous voulez faire ? Eh bien, nous, si Marine Le Pen avait été élue au mois d'avril, elle ne sera pas élue. Oui, non, mais nous mettions en place directement, justement, une mesure phare par rapport à la TVA, par rapport aux produits énergétiques. Monsieur Macron s'est emparé du sujet du pouvoir d'achat en disant qu'il allait faire quelque chose rapidement pour les Français. Nous sommes à 2 mois des élections. Et franchement, 2 mois, c'est beaucoup pour des gens qui n'arrivent pas à se nourrir et qui n'arrivent pas à mettre de l'essence dans leur voiture. Donc après, si vous votez quelque chose en septembre, octobre, effectivement, les Français auront des difficultés. En juillet, mais 3 mois, alors donc 3 mois. Donc 3 mois, pour vous, c'est pas grave. Mais pour il y a eu pouvoir les d'achat 18 des Français, centimes, il y a eu le 18 centimes. Donc l'essence augmente, donc la TVA, obligatoirement, les rentrées financières qu'apporte la TVA, c'est un mensonge, dans les caisses de l'État, obligatoirement augmente. Mais si, madame, 20%. Dans un cas de 1 à 50, c'est beaucoup moins que 20% de 2 euros. Mais c'est redistribué à travers le blocage des prix depuis la fin d'année dernière du gaz. Blocage des prix du gaz, blocage des prix de l'électricité avec une augmentation limitée à 4% et une baisse aussi de la taxe sur l'électricité. Je ne dois pas être abonné au même fournisseur d'énergie que vous. Mais c'est pas ça. Bien évidemment qu'il y a une augmentation, mais on l'a limité et tout le monde est concerné, les entreprises, les agriculteurs. Mais je veux dire bien évidemment qu'on pourrait dire et promettre, faire des grandes promesses aux Français irresponsables, non financées. Baisser la TVA, c'est pas irresponsable. Est-ce qu'on doit faire un quoi qu'il en coûte économique ?
pas faire un quoi qu'il en coûte économique, parce qu'il faut être responsable. Je veux dire, il faut être responsable d'un point de vue économique aussi. Je veux dire, à un moment donné, on peut promettre tout aux Français si on n'arrive pas à financer. Je veux dire, c'est un mensonge. Le politique, il n'est pas là pour dire. Non, mais là, il est pas là pour. Il est pas là. Il est pas là. Le politique n'est pas là pour faire des grandes promesses aux Français uniquement. Il est là aussi pour être responsable, politiquement, à un moment donné aussi. Parce que si on met en danger demain, je veux dire, le financement des fonctionnaires, le paiement des fonctionnaires de nos services publics, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on emprunte quand même une partie de notre budget à l'extérieur. Je veux dire, le financement de la dette aujourd'hui, on s'endette aujourd'hui pour financer du fonctionnement dans le budget de l'État. Donc, est-ce qu'on va pouvoir le faire encore, de manière complètement irresponsable ? Eh bien, moi, je vous le dis, j'ai été à la Commission des finances pendant 5 ans à travailler sur le sujet de la dette. Eh bien, je vous dis que M. Mélenchon, demain, arrive au pouvoir, eh bien, on aura de gros problèmes pour se financer et faire en sorte que nos services publics continuent à fonctionner. C'est un grave danger. Relancer la consommation populaire, ça représente 53% du PIB aujourd'hui dans le pays. C'est redonner les clés aux gens pour consommer, relancer du coup les entreprises. Enfin, c'est pas, là, on n'est pas dans le chaos qui est décrit par La République En Marche, par le président hier, qui s'est mis sur le tarmac devant son avion pour agiter les peurs. On est dans un projet qui est responsable. Et quand on donne les moyens aux gens de consommer, on relance la machine. Contrairement à ce que vous faites, c'est-à-dire donner de l'argent aux plus riches qui vont relancer la spéculation. Et donc, du coup, quand est-ce qu'on redonne de l'argent aux plus riches? Mais tout votre mandat, Madame Perrol, votre mandat, vous avez redistribué aux plus riches. Vous utilisez des totems, l'ISF, transformé d'ailleurs, on n'a pas supprimé l'ISF, on l'a transformé en impôt sur la fortune immobilière. On a aussi diminué, on a aussi travaillé. Ça ne concerne pas que les plus riches. À un moment donné, ça c'est votre fonds de commerce. Mais c'est absolument faux. On a aussi redistribué de la fiscalité aux Français. On a diminué les premières tranches de l'impôt sur le revenu notamment. La taxe d'habitation, ça concerne aussi la majorité des Français. Donc c'est faux de dire que tout ce qu'on a fait ne concerne que les plus riches. Et quand, pareil, on diminue la fiscalité sur les entreprises, que ce soit des grandes entreprises, mais vous savez, les grandes entreprises, elles ont aussi des sites industriels dans nos circonscriptions, dans la vôtre et dans la mienne. Et elles donnent de l'emploi aux citoyens. Oui, mais vous faites une mauvaise analyse, madame, parce que ces entreprises, si vous leur donnez les moyens d'embaucher, c'est des salaires demain. Alors, qu'est-ce qui a été embauché grâce à vos mesures? Le CICE a fait quoi pour ces entreprises? Je peux vous parler de Luxfer, qui a touché le CICE. Qui a fait quoi? Qui a fermé, qui a mis 136 personnes. Oui, mais vous prenez bien évidemment des exemples phares qui servent votre argumentation. Michelin qui répartit des dividendes de plus en plus importants et qui supprime par des plans sociaux ou des plans de sauvegarde de l'emploi régulièrement qui délocalisent des sites. Donc, vos mesures, ce dont vous nous parlez, dans la vie réelle des gens, ça n'a rien changé, si ce n'est aggravé. Et quand on dit les riches, je devrais préciser les très très riches de ce pays. Effectivement, les très 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 riches ont été très bien traités par votre mandat. Anne Biscos, si vous appelez en fait les très très riches en France, en fait. Ceux qui détiennent les plus grandes fortunes. Non, mais je parle au niveau, parce que là, au bout d'un moment, ça devient difficile, parce que vous, le riche, c'est quelqu'un qui gagne plus du SMIC, non, mais parce que sérieusement, je pense que nous avons quand même des mesures qui sont bien plus importantes que les vôtres par rapport justement à 3 fois le SMIC, puisque pour nous, les gens en France qui gagnent moins de 3 fois le SMIC doivent être aidés justement par rapport à ce que nous avions mis en place, l'exonération des taxes professionnelles à hauteur de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC. Vous parlez tout le temps des riches, ceux qui ont plus de 12 millions d'euros de capital, mais madame, il peut exister des gens qui ont des maisons à l'île de Ré, notamment à l'île-Dieu, qui se sont retrouvés parce qu'ils étaient pêcheurs, madame, qui se sont retrouvés propriétaires de terre et de maisons à hauteur de 12 millions d'euros. Donc vous n'allez pas leur prendre leur maison de famille, alors que ce sont des gens qui n'ont pas obligatoirement des revenus à côté, parce que vous décidez qu'au-delà de 12 millions d'euros, on est milliardaire et qu'on doit nous prendre nos biens. Donc moi j'avoue que votre théorie de sans arrêt attaquer les riches devient difficile. Anne Biscos, est-ce que les députés Rassemblement national qui seront élus dimanche prochain voteront le texte sur le pouvoir d'achat proposé par le gouvernement? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y aura des discussions par rapport à tout ça, puisque de toute façon, le fer de lance de notre programme est le pouvoir d'achat. Nous voulons rendre le pouvoir d'achat aux Français. Donc, nous avons fait des propositions par rapport à la TVA, par rapport effectivement à l'augmentation des salaires, à une exonération de l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l'exonération d'IS. Donc, je pense que si tout le monde se met autour de la table et prend
prend cas en fait des opinions des députés Rassemblement National, je pense que nous irons dans un sens de toute façon qui ira dans le sens du gouvernement. Bon, on ne vous mettra pas d'accord sur ce point-là. Je pense qu'on va tourner la page. On va passer au troisième thème de ce débat, qui est la retraite. Autre grand sujet, effectivement, qui va nous occuper les uns et les autres pendant ce quinquennat, c'est le sujet des retraites et de leur réforme. 60, 62, 65 ans, Emmanuel Macron veut reporter l'âge légal de départ à 64 ou 65 ans. Marine Le Pen veut le maintenir à 62. Et même l'avancer pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. La NUP promet un retour à 60 ans pour tout le monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Regardez. 60 ans, c'est pas viable économiquement. 65 ans, en fonction des métiers, ça peut se faire. Mais je pense qu'il faut voir au cas par cas en fonction des professions. J'imagine très mal un maçon monter des briques à 65 ans. 65 pour ceux qui peuvent, mais il faudrait voir la pénibilité du travail. Il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas la force de travailler jusqu'à 65 ans. Donc il faut trouver des ajustements qui permettent aux gens dans la difficulté et dans le physique surtout d'arrêter de travailler plus tôt. Je suis à un âge où je ne me pose même pas la question, non pas parce que ça ne m'intéresse pas, je serais intéressée d'avoir une retraite plus tard, mais parce que vu comme les choses évoluent, je pars plutôt du principe que j'aurai rien, probablement. Je suis pas sûre d'avoir une retraite un jour, personnellement. Mais je compte pas sur la retraite je me débrouille autrement pour prévoir ma retraite. Alors on va bien sûr parler de la question centrale de l'âge de départ à la retraite. Mais d'abord, est-ce que vous êtes en mesure, les unes et les autres, de garantir à ces jeunes femmes qu'elles auront bien une retraite le moment venu ? Il faut. Enfin, justement, nous, nos propositions sont là pour garantir le fait que la retraite est un système de solidarité dans notre pays, qui était un modèle dont on était très fiers, qui a été maltraité depuis des décennies, notamment sur le dernier quinquennat. Et c'est une question presque philosophique de quelle vie on veut mener. Effectivement, on travaille, on passe beaucoup d'années au travail, mais le droit au repos, le droit de vieillir en bonne santé et en profitant de sa vie, de famille, des loisirs, est un projet que nous portons au niveau politique. Pourtant, et on entend des trentenaires là, qui ne sont pas convaincus qu'un jour, elles pourront bénéficier d'une retraite. Et c'est extrêmement malheureux. C'est que tout le discours, justement, de on ne peut pas faire autrement, il faut reculer l'âge de départ à la retraite parce qu'on vit plus longtemps. Si on vit plus longtemps, c'est parce que, justement, on a travaillé moins longtemps. Enfin, c'est un débat, on met dans la tête des gens qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est tout d'ailleurs le projet de la République En Marche, c'est de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et nous, on démontre justement par un financement, par un chiffrage, contrairement à ce qu'on nous raconte sur ce plateau, qu'on peut faire autrement. Et répartir ce temps de travail, c'est-à-dire permettre, une fois une dure vie passée au travail, de pouvoir se reposer et d'améliorer nos conditions de vie en étant à la retraite et partir à 60 ans à taux plein avec 40 annuités. C'est un autre projet complètement opposé évidemment à celui de la République En Marche. Mais nous, c'est ce qu'on propose et je peux vous assurer que quand on fait des marchés, des porte-à-porte, cette question, elle est centrale. Elle est posée aussi bien par des jeunes que par des personnes qui seront bientôt confrontées, sans parler des retraités qui se plaignent évidemment des pensions bien trop basses. On parlera des pensions. Pour l'instant, on va rester autour de la question de l'âge. Sur le financement de la réforme que vous souhaitez faire, c'est pas nous qui le disons, c'est des think tanks indépendants d'ailleurs qui sont pas vraiment de notre qui nous soutiennent totalement. Donc je veux dire, c'est aussi important de regarder ça. Et il faut dire bien évidemment, oui, aux Français qu'on va préserver leur retraite et en particulier aux femmes, mais il faut pas mentir non plus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut faire d'immenses promesses aux Français, mais une fois qu'on est au pouvoir, il faut aussi être responsable. Et ce que nous disent aujourd'hui, là aussi, des centres d'analyse, le centre d'orientation le conseil d'orientation des retraites, c'est qu'on n'a plus assez d'actifs, on ne va pas avoir assez d'actifs pour financer le nombre de retraités. Et nous, on a ce point commun, qui est de dire on veut préserver notre système par répartition, parce que c'est un système auquel on est attaché, auquel les Français sont attachés. Néanmoins, leur faire croire qu'on va pouvoir, sur le même modèle de 45, de préserver ce modèle, c'est un mensonge. Et donc c'est pour ça qu'on essaye, et on va le faire en concertation avec les partenaires syndicaux, pour faire en sorte qu'on arrive à un consensus, ce fameux consensus et compromis dont je parlais tout à l'heure, pour faire en sorte, et les syndicats le disent eux-mêmes, de salariés, qu'il est nécessaire, si on veut protéger encore une fois ce régime par répartition, de faire une réforme
des retraites. Je ne sais pas quel syndicat de salariés vous avez entendu dire ça, parce que même la CFDT est opposée à votre projet de réforme des retraites. Et moi, j'aimerais savoir combien vous comptez économiser, du coup, faire rentrer d'argent dans les caisses de l'État en reculant l'âge de départ à la retraite. Parce que les chiffres annoncés sont assez dérisoires par rapport à ce que le budget d'un État, justement. J'ai envie de vous renvoyer les questions sur votre propre financement, départ à 60 ans, les annuités, de savoir, alors je crois que c'est 40 maintenant, Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé, mais encore une fois, je ne vais pas vous donner de chiffrage aujourd'hui. Pourquoi je ne vais pas vous donner de chiffrage? Parce que je viens de parler de concertation, de discussion, comme l'a annoncé Olivier Dussopt, et donc vous donner un chiffrage, ça veut dire que la réforme, elle est bouclée. Or, on a bien vu que lors du précédent quinquennat, notamment la réforme par points universelle, auquel moi j'aimerais qu'on puisse peut-être un jour arriver, mais il faut aller étape par étape, parce que notamment pour les femmes, quand on a des carrières hachées, il me semblait que c'était le bon modèle, et d'ailleurs les partenaires, ils l'utilisent déjà sur les complémentaires, mais néanmoins, dans le futur quinquennat qui arrive, encore une fois, je ne vais pas vous donner de chiffrage parce que la concertation va être ouverte rapidement avec une volonté que cette réforme, elle entre en vigueur en juillet 2023, c'est ce qu'a annoncé le président de la République. Question que je vous poserai à l'une et à l'autre, mais que je pose d'abord à Anne Biscos. Vous la mettez où, cette priorité de la réforme des retraites ? Nous, en fait, moi je suis encore étonnée, donc je comprends aussi l'abstention malheureusement des Français. Lorsque j'entends Madame Maximi qui prône la retraite à 60 ans, avec laquelle nous avons quand même un peu de points communs, puisque nous avons quand même 40 annuités, donc nous sommes entre 60 et 62 ans, qui appelle avec M. Mélenchon à voter pour M. Macron, qui a toujours dit que la retraite sera à 65 ans. Donc je vois encore un peu le décalage en me disant mais pourquoi M. Mélenchon n'a-t-il pas appelé à voter pour Marine Le Pen? Puisque nous, notre projet parlait d'annuité, puisqu'il faut savoir quand même effectivement que l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bon état de santé a diminué depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'on était en bon état de santé à 65 ans. Maintenant, les statistiques descendent, elles sont à 62 ans. Donc, nous, on veut que les Français partent plus tôt à la retraite et en bonne santé. Donc là-dessus, nous sommes à peu près... Donc vous pourriez réfléchir à un texte commun pour cette réforme des retraites? Bien, je pense que... Écoutez, moi, je ne suis pas actuellement députée, mais je ne le serai pas malheureusement puisque je n'ai pas été qualifiée. Mais je pense qu'à partir du moment où nous parlons de l'intérêt des Français et donc de leur pouvoir d'achat encore, puisque les retraites en font partie bien évidemment, donc je pense qu'il faut que nous soyons tous autour d'une table et que nous arrêtions tous ces clivages politiques. Dans un hémicycle. Oui, vous allez participer à cette concertation, à ce grand débat ? Ça dépend qui remporte cette élection le 19 juin au soir, hein, parce que là, tout de suite, on entend que, comme si c'était joué, moi, je pense qu'une cohabitation est tout à fait possible, donc on pourra concerter sur un autre projet. Moi, je voulais dire qu'on parlait du projet des organisations syndicales qui seraient d'accord. Moi, je me rappelle juste d'une opposition massive en 2019-2020 au projet de réforme des retraites qui était porté par Emmanuel Macron sur son premier quinquennat, et je pense, et quand on voit d'ailleurs les sondages d'opinion au sujet de la retraite, que l'extrême majorité des Français et des Françaises sont opposés à un départ à retarder le départ légal d'âge à la retraite. Donc, moi, je ne sais pas comment la République En Marche ou Ensemble, peu importe, va pouvoir concerter et en disant qu'il y aura du consensus. Moi, je pense que c'est une question qui est hyper sensible, très sensible, parce qu'on a tous conscience que c'est un enjeu pour nous dans l'avenir, mais c'est un enjeu aussi quand on est salarié, les cotisations sociales que nous versons pour financer justement ce système de retraite. Donc, on est tous concernés par ça. Et c'est un débat vraiment de société, c'est quel projet nous voulons pour notre travail et pour justement se reposer après le travail. Mais on est bien d'accord, mais c'est pas en faisant de l'obstruction à l'Assemblée nationale, parce que moi j'ai vécu ces 5 dernières années, le groupe La France Insoumise ne nous a pas permis de débattre. Ils ont fait des amendements sur des lettres, des virgules, des mots, avec des amendements produits toutes les 5 minutes pour nous empêcher de discuter de cette réforme. Donc moi j'espère, parce que vous avez raison, c'est un sujet de société, c'est un enjeu majeur, la notion de travail, que la France Insoumise ne bloquera pas les institutions, parce que c'est ça le projet qu'il y a derrière. La France Insoumise ne bloquera pas les institutions, et en particulier l'Assemblée nationale, pour que nous puissions discuter sur le fond, sur la vision, mais pas à produire de l'amendement toutes les 5 minutes, juste pour bloquer l'Assemblée, parce que ça, dans le travail de parlementaire, eh bien ça nous nuit collectivement, parce que je crois que le droit d'amendement, c'est le droit fondamental. Néanmoins, l'instrumentaliser au service d'un blocage des institutions, ça c'est grave et ça c'est très dangereux. Tous les partis promettent de revaloriser les pensions dans le futur quinquennat, plus ou moins, mais tous s'y engagent. Anne Biscos,
Si on fait un petit calcul rapide, la proposition du RN ferait passer le taux plein de 950 à 1 000 €. Vous êtes le parti le moins généreux sur les pensions. Nous aussi, nous demandons aussi que la réindexation des 5 années soit appliquée à toutes les retraites qui sont effectivement inférieures au minimum vieillesse. Et nous sommes aussi effectivement pour parler aux Français, pour quand même notifier aux Français qui le savent peu que cette vieillesse, enfin cette retraite qu'on aurait du mal à financer pour les Français est quand même accordée de façon assez facile aux étrangers qui vivent en France. Donc effectivement, je vais encore faire hurler Madame Maximi, mais il suffit d'avoir la possibilité d'avoir un titre de séjour de plus de 10 ans pour pouvoir toucher le minimum vieillesse en France, à hauteur de 950 €. Il suffit d'être ressortissant de l'Union européenne pour toucher effectivement aussi le minimum vieillesse en France. Donc nous pensons, qu'il faut absolument privilégier les Français avant les Européens et les étrangers. Je suis choquée. Je vais vous adresser à Madame Maximi, mais je suis désolée. Je veux dire, à un moment donné, si ces personnes étrangères, voilà, les personnes qui ont un droit, ça veut dire un pays universel qui accueille. D'accord. Donc ça veut dire qu'on demande aux Français d'avoir 40 annuités pour avoir un minimum vieillesse, mais par contre, les étrangers qui sont en France, qui ont 10 ans, ils peuvent prouver qu'ils ont travaillé pendant 10 ans en France, ont le même minimum vieillesse. Donc là, il y a un petit souci. Et donc je pense qu'effectivement, c'est pour ça que les Français se désintéressent aussi des programmes des politiques. Parce que vous instrumentalisez les peurs et vous instrumentalisez la peur de l'étranger. Donc ce n'est pas vrai. Donc ça n'existe pas. Bien sûr que ça n'existe pas. Vous décrivez les personnes étrangères comme oisifs. Non mais c'est pas. Ce sont des personnes de 10 ans, madame. Je ne vous demande pas de 40 annuités. Madame Biscos, on parle de 10 ans. Je sais que c'est un sujet qui vous stimule beaucoup. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des personnes qui travaillent, qui cotisent comme n'importe quel salarié et qui évidemment participent à l'activité de ce pays, à l'économie de ce pays, aux richesses de ce pays. C'est une création de richesse. Donc ça veut dire qu'à partir de 55 ans, il faut qu'ils viennent en France, ils travaillent 10 ans, à 65 ans, ils auront un minimum vieillesse. Non mais vous caricaturez, madame. Mais c'est grave ce que vous dites. Il faudrait que les Français le sachent. Non, vous caricaturez, je suis désolée. Et vous savez aujourd'hui, les restaurateurs et beaucoup aujourd'hui sont très contents de pouvoir avoir des étrangers parce qu'aujourd'hui c'est les seuls qui travaillent. Je parle de la retraite. Oui, mais je vous dis ce qui se passe. De ceux qui touchent la retraite aujourd'hui en France. Je vous dis aussi ce qui se passe dans nos territoires et ce que nous disent aussi les Français parce qu'on est là pour aussi dire ce que disent les Français. Non, je ne change pas de changer. Je vous dis juste que vous instrumentalisez les peurs et que c'est grave. Voilà. C'est moi qui vais changer de sujet parce que le temps passe. On va parler à présent de l'écologie. C'est le premier objectif du gouvernement qui va irriguer la politique. La Première ministre est chargée de la planification énergétique. C'est dire toute l'importance qui est accordée à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Vos réponses. C'est une priorité pour moi, l'écologie. C'est vraiment une priorité. On est en train de détruire, de tout détruire, le climat, la nature. Pas d'écologie, pas de planète, pas de palette, pas d'être humain. Il y a urgence à faire une vraie priorité. C'est-à-dire à mettre en place des actions qui soient plus concrètes, à faire prendre conscience aux gens de plein de choses. Par exemple, oui, on a mis en place des sacs en papier payants, etc. Mais ça, c'est risible. Le sac en papier, on va l'acheter, on va le ramener chez nous, on va le jeter, il va être recyclé. Tout ça, c'est de l'utilisation d'énergie, c'est de l'utilisation de biens pour rien, au final, pour créer du déchet. Alors l'écologie, je la supporte pas. Parce qu'on parle beaucoup, c'est des gens qui s'attaquent à tout, et puis quelquefois à n'importe quoi. Donc il faut faire attention, il faut faire des efforts sur certains trucs, mais je pense que depuis quelques années, on dépasse les bornes. Aujourd'hui, l'écologie, les Français, bien sûr, s'y intéressent, mais leur priorité, c'est d'avoir quelque chose dans leur assiette. Alors rappelons que d'après un sondage Ipsos en mars 2022 pour France TV, 80% des Français sont inquiets vis-à-vis de l'environnement et du changement climatique, mais que pour 55% d'entre eux, résoudre les problèmes économiques devance la question environnementale. On est à quelques heures d'une vague de chaleur et le pays s'apprête à vivre un nouvel épisode de canicule. Le mois de mai a été le plus chaud jamais enregistré depuis qu'on a des relevés météorologiques au début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Économie ou écologie? Laquelle d'entre vous répond en premier? Les deux sont liés. L'écologie, la transition, cette bifurcation qui est nécessaire par nous, ce qu'on propose, c'est la planification. La planification, elle est aussi économique. C'est comment, par justement l'activité économique, on peut créer de l'emploi pour aller vers cette bifurcation, de pouvoir changer, par exemple, la transition énergétique,
de pouvoir rénover des logements, de pouvoir relancer un service public du rail avec la renationalisation de la SNCF, tout ça, c'est de la création d'emplois. Votre suppléant, Diego Landivar, est économiste. Oui. Il a planché sur un programme. Exactement. Et donc, du coup, il y arrive. Il arrive à concilier les deux? Il y arrive à concilier les deux, évidemment. La question, c'est comment on bifurque, comment on change à la fois des politiques publiques, parce que on va attendre La République En Marche qui va nous expliquer que tout a été bien fait. Bon, nous, on pense que c'est pas du tout le cas et qu'il faut justement, par la planification, il va falloir ralentir des choses, il va falloir rediriger des entreprises, rediriger des champs de l'économie justement vers des choses qui sont plus résilientes, plus écologiques. La question de l'énergie, par exemple. La question de l'énergie aujourd'hui, quand on veut faire une planification énergétique, c'est comment par l'éolien. Alors, Madame Batiscos va nous expliquer que c'est pas joli, donc faut pas en faire. Moi, je vous explique que justement, c'est une énergie qui est propre et qui permet on sait que ça fonctionne, notamment au niveau offshore, et qu'il faut développer massivement cette énergie-là. Et ça, c'est de la création d'emplois. Je vais répondre parce qu'effectivement, les éoliennes, effectivement, c'est pas joli, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir quand même, il faut 40 tonnes de béton, je crois, par éolienne. 40 tonnes de béton. Non, mais les centrales nucléaires, elles sont avérées que c'était la meilleure solution pour avoir de l'énergie propre en France. Nous étions pour. Monsieur Macron était contre, mais il revient là-dessus maintenant. Il dit effectivement il faut qu'il y ait du nucléaire. Donc vous allez me dire comme ça les déchets, comme vous l'avez déjà dit sur SF, les déchets des centrales nucléaires, c'est une organisation, l'Organisation mondiale des déchets. Enfin, c'est-à-dire que nous devons tous nous concerter par rapport aux déchets nucléaires. Par contre, les éoliennes, 40 tonnes de béton par éolienne. La nuisance au niveau des oiseaux, puisqu'on va parler d'écolo, on est en pleine écologie, donc vos partis, avec aussi L214, sont quand même assez virulents par rapport aux chasseurs et aux oiseaux. Combien font de... Est-ce que vous pensez qu'un chasseur fait plus attaque plus les oiseaux que des éoliennes? Il y a des cimetières d'oiseaux en bas des éoliennes. Ça existe. Alors on va dire comme ça, c'est bon, elle exagère tout le temps. Je pense qu'il suffit que vous regardiez sur Google, ça existe. Donc après l'éolienne, j'ai répondu. Bénédicte Perrol, comment on fait pour que l'écologie soit la boussole d'un gouvernement? Alors déjà, il n'y a pas de choix à faire entre économie et écologie. Ça dépend ce qu'on met dans l'économie. Je crois que c'est ça la vraie question. Une économie au service de l'écologie, c'est envisageable? Absolument. Et par ailleurs, on sait que la transition écologique et pour transformer nos modèles et pour accompagner les Français, ça coûte beaucoup d'argent et que donc on a besoin de faire en sorte que cet argent il vienne de quelque part. Et l'économie, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est elle qui produit du financement. Et donc, il faut absolument pas opposer les deux. Moi, il y a un sujet particulièrement qui me tient à cœur. J'ai vécu la contribution climat-énergie, la taxe carbone, les manifestations des Gilets jaunes que ça a provoqué. Le problème est toujours là, parce qu'aujourd'hui, on dit aux Français, il faut circuler plus propre. Oui, mais les voitures sont à un tel prix. Exactement. Et le reste à charge, malgré, on a beaucoup investi dans les primes à la conversion des véhicules pour des véhicules plus propres, pas que des véhicules électriques. Néanmoins, pour rénover les logements. Sauf qu'en fait, c'est quoi la réalité des Français? C'est que le reste à charge, et pas besoin de regarder les plus précaires. Vous prenez des classes moyennes, je vais en dire modestes. Eh bien, le reste à charge est trop important pour que le comportement se transforme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, alors c'est pas la proposition du parti en tant que tel, mais en tant que députée de la majorité, j'ai commencé à travailler dessus, et c'est une proposition que je porterai. C'est une notion de protection sociale écologique, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on mette côte à côte l'ensemble de ces dispositifs, les chèques énergie, les primes à la conversion des véhicules, la rénovation des logements, en faire quelque chose de beaucoup plus simple, des aides forfaitaires aux ménages en fonction de leur niveau de vie et de leur lieu géographique aussi. Parce que et les besoins d'un ménage qui est peut-être en ruralité, loin des centres-villes, il n'est pas forcément le même que quand vous êtes en centre-ville avec des transports en commun. Et ça, aujourd'hui, moi, je l'ai vécu, encore une fois, en tant que députée de la majorité, on a des difficultés à prendre en considération ces différences géographiques au sein d'un même territoire où les difficultés sont différentes. Donc ça, c'est une vraie proposition. On a le sentiment que les hommes et les femmes politiques ont un peu de mal à prendre tout ça en considération. 80% des Français sont préoccupés. Tout le monde dans le micro-trottoir qu'on a réalisé nous parle d'une priorité. Et au niveau politique, on n'a franchement pas l'impression que ça parce que quand vous êtes députée, madame, vous recevez dans votre permanence et quand vous vous déplacez dans votre circonscription, vous avez des Français qui sont bien conscients de cette nécessité d'aller plus vite, d'aller plus fort. Moi-même, j'en suis profondément convaincue. Et puis, vous avez des gens qui pensent tout le contraire. Et il y a aussi des collectifs de citoyens qui sont défavorables aux éoliennes, etc. Et donc, là aussi, il faut qu'on arrive à convaincre les gens parce qu'on ne fera pas la transition écologique
contre les Français, on les fera avec eux. Et moi, j'entends, et j'ai autant d'ambition que vous. Néanmoins, je ne suis pas convaincue. Et encore une fois, on a vu ce que ça a donné. Moi, je reste convaincue que la contribution climat-énergie, c'était la solution fondamentale, notamment pour transformer notre économie. Parce que je vous donne un exemple. La contribution climat-énergie, au-delà de renforcer et de faire que le prix du carburant était plus important, par exemple, sur les sujets de recyclage et de déchets, eh bien, ça revalorisait le prix du plastique vierge versus le plastique recyclé. Donc ça transformait l'économie. Néanmoins, ce n'est pas la bonne solution. On a vu la conséquence et aujourd'hui, il faut accompagner les Français et les convaincre. Juste sur la question de l'économie, c'est le libéralisme qui n'est pas compatible avec l'écologie. C'est la course au profit, c'est la mise en concurrence qui n'est pas compatible avec cette planification écologique. Mais une économie responsable, sociale, solidaire, par exemple, est un vrai levier pour activer cette bifurcation nécessaire. Moi, je voudrais dire qu'il y a les discours et puis il y a ce qui a été acté. Il y avait une convention citoyenne sur le climat qui avait fait des propositions à la fois d'urgence mais aussi structurelles pour modifier les choses. Qu'est-ce qu'il en reste ? Rien. La loi climat a été vidée. Aujourd'hui, on a 2 ministres qui sont censés être les fers de lance justement de ce combat écologique qu'on doit mener et qui nous expliquent qu'il faut, une première ministre, pardon, que j'oublie, et qu'il faut par exemple baisser la clim, envoyer moins de mails. Bon, on se rend bien compte qu'on en est quand même à un moment où on se rend bien compte que c'est pas ça la solution. La solution, elle est structurelle. Il faut, quand on parle de planification, Emmanuel Macron avait repris ce terme, mais l'a vidé là encore de son sens. Il faut, par exemple, vous avez voté des accords de libre-échange, le CETA. Bon, ça, par exemple, c'est complètement antinomique avec ce qu'on veut faire, avec le discours que vous pouvez déployer. Et dans les actes, vous avez fait tout le contraire. Le résultat, c'est un rapport du GIEC qui nous dit on a 3 ans. Et ça c'est tout le monde le lit, donc effectivement. Et vous le faites contre les Français, parce que c'est bien beau de dire ça sur un plateau de télévision, mais quand vous serez député, madame, et que vous allez recevoir dans votre permanence, vous vous déplacez sur le terrain, des Français qui vous expliquent que pour eux, c'est compliqué dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous faites, mais pas par rapport aux États, par rapport à ces enjeux, justement, d'acceptabilité. Parce que vous avez fait une écologie punitive, vous avez fait une écologie qui s'en prend à l'individu. Interdire, contraindre, ce ne sera pas punitif, ce mais sera pas au niveau individuel, madame Pérolle. La différence, je veux dire, relisez votre programme, parce que franchement, c'est quand même assez risible de... J'espère que vous l'avez lu attentivement aussi, parce que c'est ce qu'on va appliquer. Oui, parce que je respecte... L'une et l'autre, l'une puis l'autre. Allons au-delà. Comment on fait une écologie accompagnatrice et pas punitive ? Comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a plein de dispositifs les uns à côté des autres. Et on le voit bien. La difficulté des Français, effectivement, c'est d'aller chercher d'un côté la prime rénov', d'un côté le chèque énergie. Et puis, il y a une vision, le fameux mot de planification. La difficulté, là aussi, je l'ai vécu en tant que parlementaire. Quand vous dites, par exemple, aux agriculteurs, la taxe intérieure sur les consommations des produits énergétiques, aujourd'hui, ils bénéficient d'une ristourne. On appelle ça une dépense fiscale défavorable à l'environnement. Est-ce que vous leur dites, du jour au lendemain, j'ai testé, ça ne marche pas, vous leur dites du jour au lendemain, étant député de l'Allier, ça va être compliqué quand même de proposer ça du jour au lendemain, d'ailleurs ils me sont tombés dessus quand j'ai proposé ça. Néanmoins, leur dire sur 10 ans, on va sortir de cette ristourne dont vous bénéficiez. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'aller dans cette direction. Ça, c'est de la planification. Et il faut le faire sur le secteur agricole, il faut le faire sur le secteur des transports. Et c'est ça la planification, c'est ça qu'on fait à l'Assemblée nationale. Moi, j'avais déposé un amendement qui visait à supprimer toutes ces ristournes sur la TICPE à horizon 2029. Merci. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. On a le temps, justement. Bénédicte Pérolle propose d'étaler dans le temps. On a le temps. Non, alors il y a des mesures tout à fait immédiates qu'il faut prendre. Il y a des leviers qu'il faut activer très rapidement. Et quand on dit comment on fait sans être punitif, il faut créer des alternatives. Moi, je vais prendre la question des mobilités. Alors, le prix de l'essence est très cher. Nous, on propose de le bloquer, mais c'est pas une solution en soi. La solution en soi, ça va être de proposer d'autres mobilités moins polluantes. Et il y en a une qui existe et qui était très bien jusqu'à il y a quelques années. C'est par exemple le train. Le train qui a été méthodiquement complètement déstructuré. Le réseau n'est plus du tout cohérent. Les lignes ne sont plus reliés, les guichets sont fermés, les gares aussi. Recréer un réseau de trains, permettre des alternatives et pas être dans l'écologie punitive de dire tu prends ta voiture, c'est pas bien. Quand on n'a pas d'autre choix, effectivement, on prend sa voiture. Mais le rôle du politique et des politiques publiques, c'est aussi de créer ces alternatives qui sont accessibles à toutes et tous. Donc, par exemple, nous, sur la question des transports en commun, on pense que c'est un investissement très important. Et je crois que, si je peux voudrais donner la parole à Anne Biscos après. Bon, alors nous, nous avons un président de région qui s'appelle Andrea Cotara qui a développé le localisme. Donc, non, il n'est pas président de région. Il n'est pas président de région. De notre mouvement. Excusez-moi, de notre mouvement. Il est élu régional. Celui que nous suivons, président de notre mouvement, effectivement, ma langue a fourché. Donc, nous prenons le localisme. Donc, effectivement, les circuits courts. Alors, tout le monde va dire autour de la table que tout le monde le fait. Mais lorsqu'on voit dans les cantines actuellement que la
plus grande majorité, enfin la majorité de la viande ne vient pas de France. Nous voudrions que... Vous habitez à Clermont, Madame Biscos? J'habite à Clermont, effectivement. Bon, faut regarder les menus, oui, ou bien au contraire vegan dans certaines villes comme Bordeaux, comme Lyon, où on fait venir du poisson qui a carrément traversé et qui est avec la taxe carbone qui arrive à des milliers de kilomètres. Donc déjà, il y a un problème. Donc il faudrait imposer, ce qui paraîtrait normal pour nos éleveurs et tous les agriculteurs de nos régions, que leurs produits soient consommés déjà dans les écoles françaises. Parce que nous avons du coup des circuits courts et ça serait déjà l'exemple que l'État pourrait donner, les collectivités, aux consommateurs privés qui ont du mal effectivement à aller acheter des produits plus chers parce qu'ils sont français et qui achètent les produits. Oui, c'est dans la loi déjà 50% de local, 50% de. Mais nous voulons 80% parce que 50% ça ne suffit pas. Sauf que Madame, je vous invite là aussi, vous êtes dans la réalité et vous voulez vous confronter à la réalité des Français et du quotidien des collectivités territoriales. Ce n'est pas si évident déjà de faire le 50%, parce qu'il y a plein de contraintes aujourd'hui. Je vois dans certaines communes comment ça se passe. Parfois, il faut que l'État soit lui-même d'ailleurs plus cohérent, parce qu'on exprime une volonté politique et vous avez des contrôles sanitaires qui, derrière, viennent vous sanctionner des initiatives qui sont prises par des élus locaux. Donc ça, il faut vraiment que l'État, pour le coup, dans les différentes administrations qui interviennent, elle soit beaucoup plus réaliste dans ce qu'on veut faire. Mais sachez qu'aujourd'hui, déjà que les 50%, c'est pas si simple que ça que de les faire, mais je pense qu'on partage tous d'ailleurs ce côté très cohérent et de bon sens qu'il faut mettre déjà de ce qu'on a en France et de ce qu'on produit en France dans l'assiette de nos élèves. Mais il y a plein d'autres contraintes et je suis très rapide, mais juste réagir sur la concurrence et l'aspect libéral. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on est allé trop loin sur la mise en concurrence. On a parlé de l'énergie notamment. Quand on voit aujourd'hui effectivement ce qu'on est obligé de faire avec l'Arenh, je veux dire, je pense que quand les Français regardent ça, oui, là je comprends que parfois ils se disent mais qu'est-ce qui a été fait ces dernières années et les choix qui ont été faits. Et du coup, l'Arenh en fait il faut racheter, c'est EDF qui rachète en fait aux concurrents ou alors qui va acheter de l'énergie sur du marché privé. Oui, c'est l'ouverture du marché. Mais est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Parce qu'aujourd'hui on voit bien les limites de ce système. EDF rachète à des prix phénoménaux sur le marché de l'énergie qu'il revend à ses concurrents. Donc là les Français sont perdants. C'est pour ça qu'on veut réformer le marché de l'énergie au niveau de l'Union européenne. Et que EDF aujourd'hui est quand même, on veut faire en sorte que ça redevienne dans le giron de l'État. On est très majoritaire dans EDF. Néanmoins, je pense que sur le déploiement des énergies renouvelables en particulier, je me demande s'il ne faudrait pas que ce soit piloté par le public, par peut-être EDF, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui aussi mécontente les Français, c'est que vous avez des promoteurs éoliens, photovoltaïques qui viennent démarcher les élus. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Marianne Maximi, on renationalise notre énergie? Bien sûr. C'est dans le programme et c'est assez intéressant de voir qu'il y a un petit bouger, en tout cas du côté de Mme Peyrol, mais il y a un moment, la mise en concurrence ne fonctionne pas et on le sait. Et moi, je reviens juste sur la SNCF. Les Anglais viennent de renationaliser leur réseau ferré parce qu'en fait, quand on découpe des petits morceaux de bois, en fait, ça n'a pas de sens pour avoir un réseau structurant et cohérent pour les personnes qui l'empruntent. Et ça, c'est possible. Et quand on nous taxe d'anti-européens, je veux juste dire que l'Europe permet aujourd'hui, et ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, d'avancer enlever un peu de concurrence et de bloquer des choses. Alors, je vous coupe la parole parce qu'il faut que le journal débute à l'heure. On voulait vous proposer à chacune de conclure. Alors, dans un ordre qui a été tiré au sort en votre présence, vous avez 30 secondes pour vous exprimer, non pas en tant que candidate pour celles qui le sont, mais au nom de votre parti. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs pour qu'ils aillent voter pour votre parti dimanche prochain? Et on commence avec vous, Anne Biscos. J'ai mon chronomètre. 30 secondes. Donc nous appelons à tous les Français et tous les patriotes républicains attachés à la défense de la nation à aller voter dimanche prochain. Nous sommes les garants, nous, le Rassemblement national, de la République française, de la défense du pouvoir d'achat, de la valeur travail, de notre identité et de la laïcité, du retour à l'ordre également. Merci. Le tirage au sort vous a désigné Marianne Maximi pour prendre la parole à présent.
Moi, ce que je veux dire aux personnes qui nous regardent, c'est qu'on a une élection qui est extrêmement importante. Nous, on voit cette élection comme un référendum. C'est soit on continue avec le gouvernement Macron et sa majorité présidentielle qui a fait du mal aujourd'hui aux classes les plus populaires de notre pays, soit on choisit un autre programme, d'autres personnes pour mener des politiques publiques dans l'intérêt de celles et ceux qui vivent ici, en dehors de ce qu'a pu faire justement Emmanuel Macron, c'est-à-dire de mettre en concurrence les habitants et les habitantes de ce pays et de retrouver justement de la solidarité avec des mesures comme la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €. Merci beaucoup. Bénédicte Perrol, c'est à vous de conclure pour 30 secondes également. Alors moi, j'invite les Français à se rendre aux urnes, à donner une majorité absolue au président de la République qui lui permette de gouverner ce pays, de faire en sorte qu'on défende un projet européen de souveraineté et d'indépendance française, parce que c'est ça notre projet, qui est aussi responsable politiquement, et il n'y aura pas de lendemain dur. Les sujets sont complexes, mais on les abordera avec responsabilité, et pour les Français et pour les abstentionnistes, la politique les concerne. Donc, il faut se rendre aux urnes. Merci Bénédicte Perrol. Je dois vous préciser, comme je l'ai fait au début de cette émission, que les candidats des Républicains avaient été invités à cette émission et qu'ils n'ont pas souhaité participer, qu'ils ont décliné notre invitation. C'est pour ça qu'on a entendu, à travers vous, 3 des 4 formations politiques qui sont présentes pour ce deuxième tour des élections législatives. Merci en tout cas à toutes les 3 d'être venues sur notre plateau, répondre à nos questions, échanger, débattre de vos idées respectives et pas de vos circonscriptions. Vous avez respecté le deal, si je puis dire, et vraiment merci pour ça. On vous remercie d'avoir échangé toutes les 3 sur des thèmes qui étaient des thèmes du quotidien qui marquent nos téléspectateurs, je crois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis cette campagne, elle continue jusqu'à dimanche, le second tour. Vous pourrez aller voter entre 8h et 18h dans vos bureaux de vote respectifs. Dans toutes les circonscriptions de l'Auvergne, les 12 circonscriptions, on le rappelle. Et il y en a 12. Et puis cette campagne, vous pouvez la suivre encore sur notre site internet aura.france3.fr. Merci aux équipes de France 3 Auvergne mobilisées pour vous accompagner tout au long de ces élections. C'est notre rôle de service public. On sera là encore dimanche soir pour une grande soirée électorale. Rendez-vous dès 19h dans le journal et puis après à partir de 20h jusqu'à 23h, 3 heures de direct pour découvrir les noms et les visages de nos nouveaux députés. Ils seront, on l'espère, avec nous sur le plateau. D'ici là, faites vos choix. Portez-vous bien aussi. Merci beaucoup Cyril. Merci Marie, merci à toutes les 3. Merci. Tout de suite le journal. À très bientôt.